Le secret du Louvre. 11 voleurs contre un mensonge d'État. Paris, 3h12 du matin. La ville dormait, sauf le Louvre. Derrière ses vitres de verre et ses couloirs silencieux, un groupe de 10-11 silhouettes avançait sans un bruit. Des gants noirs, des masques, des oreillettes. On les aurait pris pour des fantômes. Mais ce n'étaient pas des voleurs. C'étaient des hommes avec une cause. Le chef s'appelait Elias Moreau, ancien restaurateur d'art viré du musée après avoir dénoncé un trafic de tableaux d'État. À ses côtés, un hacker nommé Léo, une ex-agent du Louvre, deux frères motards du club Les Loups de la Route et une jeune femme silencieuse, Aïcha Diop. Tous avaient été brisés par le même système. Licenciés, accusés, oubliés. Cette nuit-là, ils ne venaient pas voler l'art. Ils venaient de voler la preuve. Sous la pyramide du Louvre, Elias ouvrit une mallette. Dedans, pas d'armes, juste des disques durs, des clés cryptées et une clé métallique gravée d'un symbole du ministère de la Culture. C'est ici, murmura-t-il. Salle 51. Tu es sûr que le dossier existe vraiment demanda Aïcha. Oui, ils ont volé plus que des toiles. Ils ont effacé l'histoire. Le plan était parfait. Pendant des semaines, ils avaient étudié les rondes, les codes, les angles morts des caméras. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'à la même heure, une réception secrète avait lieu au 3e étage. Des politiques, des collectionneurs, et le ministre lui-même, venu boire du vin devant la Joconde fermée au public. Ils appelaient sans ça l'art de la préservation. En réalité, c'était un couvre-vol de l'État. Quand Léo cracha dans l'oreillette, « Les caméras sont à nous », tout le groupe se mit en mouvement. Les portes s'ouvrirent comme dans un rêve programmé. Le Louvre entier était leur échiquier. Mais au moment où ils pénétraient dans la salle interdite, Elias s'arrêta net. Au centre, sous un projecteur blafard, se tenait un tableau qu'il n'avait jamais vu. Une femme noire, regard droit, vêtue d'un manteau du XVIIe siècle. Sous le cadre, une plaque effacée, la servante du roi. Aïcha resta immobile. « C'est elle !» murmura-t-elle. La peinture disparut en 1789. « Tu la connais ?»« C'est mon ancêtre. Ils ont effacé sa trace des archives pour ne pas admettre qu'une femme noire avait inspiré Louis XIV. » Silence. Puis, Elias. « Alors, ce qu'on vole ce soir, c'est la vérité. » Mais, au même instant, une alarme muette se déclencha. Pas une sirène. Non, un simple clignotement rouge dans le système de sécurité du ministre. Et dans la salle des fêtes, un agent de la DGSI regarda l'écran et murmura. On les a. Ils eurent 30 secondes de silence, avant que le bruit des pas résonne dans le couloir. Les voleurs avaient devant eux le tableau et les preuves, mais plus aucune issue. Elias se retourna vers ses hommes. Personne ne touche aux armes, on n'est pas des criminels. Aïcha leva la tête. Alors qu'est-ce qu'on est? Il sourit. Des témoins. Les lumières s'éteignirent, et le Louvre devint un champ de bataille d'ombre. Le couloir vibrait sous les pas des agents armés. Les néons clignotaient, projetant des ombres qui ressemblaient à des cicatrices. Aïcha tenait toujours le tableau dans ses mains tremblantes, la toile craquant comme un souffle. Elias jeta un regard vers Léo. Coupe le réseau interne. Trop tard, murmura le hacker. Ils nous voient partout. Ils se retranchèrent dans la salle des statues, entre les dieux de marbre et les héros brisés. Les voleurs avaient des visages fatigués, mais pas de peur. Léo posa son ordinateur sur le socle d'un Apollon sans bras et lança une injection de code. Les caméras cessèrent de diffuser, remplaçant les images par de vieux enregistrements en boucle. 30 secondes de répit, pas plus. Le bruit de bottes se rapprochait. Aïcha s'accroupit derrière une statue brisée. Son regard tomba sur une inscription effacée. À ceux qu'on ne nomme pas, mais qui ont bâti le royaume. Elle comprit. Ce musée, ces murs, ces trésors, tout avait été construit sur des mains oubliées. Et ce soir-là, ces mains revenaient prendre la parole. Elias, ils sont 4 dans le couloir nord, chuchota Léo. 2 autres à l'est. Plan B, on se divise. Les loups ouvrent la sortie du parking. Aïcha vient avec moi. Et si on ne se revoit pas? Elias lui offrit un sourire fatigué.
Alors, le monde saura qu'on a essayé. Les motards accrochèrent leurs casques, moteurs étouffés. Sous le musée, dans le parking vide, leurs Harley se réveillèrent comme des bêtes en cage. Les agents de sécurité descendirent en hurlant. Trop tard. Les murs tremblèrent quand les motos démarrèrent, détournant toute l'attention. Pendant ce temps, Elias et Aïcha atteignaient la réserve interdite, une pièce sans numéro, protégée par un code ministériel. Là reposaient des toiles jamais exposées, celles que l'État avait déclarées endommagées ou perdues. Mais Elias savait qu'il n'en était rien. Il brancha sa clé cryptée sur le terminal central. Des noms défilèrent à l'écran. Dossier classifié, exposition coloniale 1894, objets confisqués en Afrique. Des preuves de pillage, des centaines de documents signés par des ministres. Voilà leur mensonge, souffla Aïcha. Ils ont volé le monde et l'ont appelé art. Elias copia les fichiers sur le disque. Mais avant qu'il ait terminé, la porte explosa. Un homme en costume, pistolet au poing, apparut dans l'encadrement. Pas un agent, le ministre lui-même. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, Moreau. Ceci n'est pas votre histoire. Elias leva le regard. Non, monsieur le ministre. C'est celle de tout un peuple que vous avez effacée. Leur échange fut bref, froid, chargé de silence. Puis un coup de feu, la balle fendit l'air. Touche le cadre du tableau. Pas Aïcha, mais la toile se déchira net, libérant une odeur de peinture ancienne et de temps perdu. Aïcha hurla. Elias plaqua le ministre au sol. Léo, entendant le coup, lâcha dans le comlink. « C'est le moment! Balance les données !» Les fichiers furent transférés en ligne en quelques secondes. Sur un écran du poste de police, un agent vit apparaître le titre « Les œuvres volées du Louvre, preuve de pillage d'État ». Et avant qu'on puisse couper le réseau, les données étaient en partout. Twitter, YouTube, Telegram. Le Louvre était en feu, pas par les armes, mais par la vérité. Dans le parking, les motards encerclèrent les voitures de police avec leurs phares comme des loups autour d'une proie. Ils ne tirèrent pas. Ils attendirent. Quand Elias et Aïcha sortirent, les sirènes hurlaient déjà au loin. Mais ils n'avaient plus besoin de s'enfuir. Tout était en ligne. Tout était visible. Aïcha regarda une dernière fois la pyramide illuminée. « Tu penses qu'ils vont nous arrêter ?» Elias haussa les épaules. « Peut-être, mais pas ce qu'on a réveillé. » Et quand les motos démarrèrent, Paris entendit le rugissement d'une justice nouvelle qui ne portait ni robe ni badge. La vidéo fit le tour du monde avant même que le soleil ne se lève sur Paris. Les chaînes d'infos interrompirent leur programme. Fuite massive au Louvre, documents d'État divulgués. Des hashtags apparurent. Justice pour le Louvre volé. Le vrai visage du Louvre. Les images montrèrent les motards fuyant à travers la cour, la pyramide reflétant les gyrophares bleus. Le ministre, blême, tenta d'expliquer « Ce sont des criminels. Ils ont piraté le patrimoine national. » Mais personne ne l'écoutait. Les gens regardèrent la liste des œuvres volées, les noms des pays d'Afrique pillés, les signatures des dirigeants. Et soudain, l'histoire du Louvre n'était plus une gloire. C'était une cicatrice. Non, saillit les loups de Paris. Au petit matin, dans un entrepôt à Saint-Ouen, les 11 voleurs se réunirent pour la dernière fois. Les motos étaient couvertes de poussière et d'encre noire, camouflage improvisé. Elias posa son casque sur la table. Mission accomplie. Léo, le hacker, afficha sur l'écran un compteur. 12 millions de vues. 1,2 million de partages. 43 pays en trending. On vient d'ouvrir un procès à l'histoire, dit-il en souriant. Aïcha regardait les commentaires défiler. Certains disaient « ce sont des héros », d'autres « ce sont des terroristes culturels ». Mais elle savait, la vérité ne choisit pas de camp. Elle brûle des deux côtés. Une moto s'arrêta dehors. Un motard entra, le président des loups de la route, celui qui avait couvert leur fuite. Vous avez fait ce qu'aucun journaliste n'a osé faire. On n'est pas des saints, répondit Elias. Non, mais ce soir, Paris vous doit un morceau de son âme. Le procès du siècle 3 jours plus tard
La salle du tribunal débordait. Les médias, les avocats, les ambassadeurs d'Afrique, les familles des voleurs, tous étaient là. Aïcha, en costume sombre, fut appelée à la barre. Mademoiselle Diallo, pourquoi avez-vous participé à cet acte criminel? Elle respira profondément. Parce que la loi protège souvent le mensonge mieux qu'elle ne défend la vérité. Un murmure parcourut la salle. Le procureur leva les yeux, irrité. Vous pensez que voler l'État est une solution? Non, répondit-elle calmement. Mais parfois, pour rendre justice, il faut la voler. Elias, menotté, observa la scène avec un sourire discret. Il savait que la bataille judiciaire serait perdue, mais la guerre médiatique, elle, était déjà gagnée. La France se réveille. Le soir même, France 24 diffusa un documentaire d'urgence. Des historiens confirmaient les œuvres listées dans la fuite provenaient bien d'expéditions coloniales. Le ministre acculé démissionna. Un autre scandale éclata. Des fonds publics cachés sur des comptes suisses. La France avait un nouveau mot à la bouche. Restitution. Dans les rues de Dakar, Bamako, Kinshasa, des écrans géants diffusaient les images du Louvre. Les enfants chantaient « Les anges de la route ont rendu justice à nos ancêtres ». Aïcha reçut des milliers de messages. Certains la traitaient de criminelle, d'autres de révolutionnaire. Mais un message la fit pleurer. Une vieille femme du Mali, écrivant simplement « Ma fille, tu as rendu un visage à nos morts ». L'ultime vérité. Des mois plus tard, la nuit était calme sur les quais de Seine. Elias, libre sous condition, attendait près du fleuve. Une silhouette s'approcha. Aïcha, manteau long, casque de moto sous le bras. « Ils veulent encore qu'on se taise, dit-elle. »« Alors, on parlera plus fort, » répondit Elias. Elle lui tendit une clé USB. C'est la suite. Les musées de Londres, Berlin, New York. Les mêmes mensonges. Elias soupira. « Tu sais ce que ça veut dire? Que la route continue. » Ils montèrent sur la moto. Le moteur rugit, couvrant le bruit de la Seine. Derrière eux, la tour Eiffel scintillait, symbole d'un pays qui commençait, enfin, à regarder son reflet sans phare. Certains braquages ne volent pas de l'or. Ils volent le silence. Et parfois, c'est la seule façon de rendre la parole à l'histoire. Abonne-toi à Histoire de Dîmes pour la prochaine saga, Les anges de la route. Ils apparaissent quand tu es à bout. Les héros changent, mais la justice reste sauvage.